Salut Pauline Salut Mégane. et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine. Et cette semaine sur Truc de Meuf, on parle du planning familial, cette association qui a été créée en 1956 sous le nom de la Maternité Heureuse. Elle réunissait des hommes, des femmes qui voulaient changer la loi de 1920 qui interdisait l'avortement. Depuis, les lois et la société ont beaucoup évolué et nous avons d'ailleurs pu recevoir Mel à notre micro pour en parler. Vous remarquerez que cet épisode et l'épisode de la semaine prochaine sont plus courts que d'habitude parce qu'ils sont tous les deux animés avec Mel qui est bénévole au planning familial du 06. Dans cet épisode, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l'histoire du planning familial, ce qui est proposé par les bénévoles ou les médecins, mais aussi les combats qu'il reste à mener en France encore aujourd'hui. On vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mel, on te reçoit aujourd'hui pour parler du planning familial. Est-ce que juste avant de commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Bonjour, je suis Mel et je suis membre du bureau confédéral du planning familial. Alors déjà, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous expliquer, pour les gens qui ne connaîtraient pas le planning familial, ce que c'est et quels services sont proposés ? Alors le planning familial est une association loi 1901, donc à but non lucratif. Et on existe depuis plus de 60 ans. Et l'objectif premier, ça a été d'obtenir le droit à la contraception. Et puis après, faire du plaidoyer pour obtenir le droit à l'IVG. Et depuis, c'est un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et aussi des publics en général de la population en matière de droits, notamment des femmes et des minorités de genre et autour de tout ce qui concerne la sexualité. Et il sert aussi à compenser les manquements des pouvoirs publics en matière d'IVG et du fait que les personnes soient libres de leur choix. Et du coup, est-ce que vous menez des opérations ? Est-ce que tu disais que parfois vous combliez les lacunes du gouvernement ? Est-ce qu'il y a du travail qui est fait en parallèle avec le gouvernement ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? En parallèle avec le gouvernement, oui, parce que c'est notre financeur principal. Donc, on a des actions d'abord nationales, des programmes nationaux, notamment d'éducation à la sexualité. Après, ça va être ciblé aussi sur certains publics. Ça peut être le public handicap, le public jeune, par exemple. Puis après, on a aussi des actions plutôt tournées vers de l'écoute. Donc, on a un numéro vert national, on a aussi un chat. Et globalement, en fait, le planning, donc là, nous ici à la Confédération, on va être, on va dire, moteur de tout ce qui se passe, mais ici on ne reçoit pas du public. Et en fait, il y a plusieurs AD, donc associations départementales, et c'est ces associations qui vont accueillir du public. Et donc ça peut être au sein des locaux pour des permanences, par exemple, pour des groupes de parole. Mais aussi ça peut être à l'extérieur, donc dans les écoles notamment, surtout là, et aussi en milieu festif par exemple, et aussi créer des événements autour de films débats par exemple, ou ce genre de choses, afin de parler et de faire parler les personnes autour des thèmes autour de la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc ça veut dire qu'on peut retrouver le planning familial un peu partout en France, dans son département, près de chez soi ? Oui, il y en a, il me semble, 76 qui existent en France hexagonale et dans les Drom aussi. Donc c'est pas partout, malheureusement, mais on tend, en tout cas dans le temps, ça prospère et il y a de plus en plus d'associations départementales. Et donc tu disais effectivement que vous organisez plein de choses pour les femmes et les minorités notamment. Est-ce qu'il y a quand même des progrès, une évolution au sein de la société, ou est-ce que justement il y a encore beaucoup de combats qui sont à mener ? J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a beaucoup de combats qui sont à mener, surtout que là, j'ai l'impression qu'on est dans un temps de régression, de réaction, on va dire, contre nos actions, contre nos droits durement acquis, notamment sur l'IVG. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc on lâche rien et on essaye là, d'ailleurs, notre grosse action en ce moment, c'est la constitutionnalisation de l'IVG pour protéger ce droit. Et ouais, donc globalement c'est assez compliqué, on subit beaucoup d'attaques, que ce soit les AD, il y a des personnes qui vont taguer les locaux, on va recevoir des menaces de mort, ce genre de choses. Donc il faut tout le temps se battre et pourtant on voit le chemin qu'on a fait. Ce qui est bien, c'est que il y a beaucoup d'archives du mouvement et donc on peut voir l'évolution, mais en même temps c'est toujours un pas en avant, trois pas en arrière, quoi. Et justement, là, tu parlais de l'avortement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça changerait de constitutionnaliser l'IVG ? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, notamment aux États-Unis. On a toujours l'impression que c'est un droit qui est gagné, que ça y est, on l'a, mais finalement, c'est tout à fait possible de le perdre. Oui, en effet. Déjà, il y a
il me semble, 2 ans peut-être. On a gagné le droit de pouvoir avoir une IVG 2 semaines plus tard. Et rien que ça, il y a plein de médecins qui sont réfractaires, par exemple, alors que ce sont globalement le même mode opératoire. Et en fait, le fait de constitutionnaliser ferait que c'est ancré dans la Constitution et donc ce sera un droit qu'on ne pourra pas changer. Et en fait, aussi, c'est un peu compliqué de l'instaurer en tant que texte de loi parce que le gouvernement appelle ça une liberté, nous on appelle ça un droit. Et je trouve que la nuance, il n'y a pas de nuance justement. C'est assez clair que c'est un droit et qu'il est fondamental pour tous. Du coup, pour revenir un peu plus précisément sur comment ça se passe au planning familial, est-ce que tu pourrais nous dire de qui est composé le planning familial si on se rend dans un planning familial à côté de chez nous, par exemple qui est-ce qu'on va trouver là-bas? Est-ce que c'est des professionnels de santé? Est-ce que c'est des bénévoles? Alors en fait, ça va dépendre des associations locales. Ça peut être constitué uniquement de bénévoles, ça arrive, ou que de salariés aussi, et donc pas de bénévoles. Mais globalement, c'est souvent les deux. Et dans les métiers professionnels, il peut y avoir des médecins, mais la plupart du temps, c'est surtout des CCF, donc des conseillers et conseillères conjugales et familiales, qui prennent en consultation individuelle les personnes lors des permanences, qui font aussi souvent du numéro vert et qui animent des groupes de parole et aussi animer des débats en extérieur. Et le deuxième métier le plus présent sont les animateuristes de prévention. Et comme leur nom le dit, ces personnes font de la prévention auprès des publics dans une approche d'éducation populaire. Et donc faire de l'éducation à la sexualité. Et c'est elles et eux qui vont principalement en dehors des locaux. Et justement, là, tu parlais de prévention dans les écoles. Qu'est-ce que vous proposez justement pour enseigner la sexualité et la prévention aux plus jeunes? Alors globalement, on a plein d'outils et je pourrais pas vous faire une liste complète, sachant qu'il y a des AD qui en développent tout le temps à travers le temps. Ce qui est super intéressant, c'est que des fois on essaie de collectiviser ces outils, mais c'est assez compliqué parce qu'on a un gros mouvement. Et donc on peut partir par exemple d'une affiche et puis parler de discrimination par exemple. On peut partir de contraception, on a des boîtes avec plein de contraception, discuter à quoi ça sert, etc. On peut parler d'IST, on peut parler de plein de choses. On peut parler notamment même de qu'est-ce que c'est être amoureux aussi. Ça va dépendre aussi des âges et des publics. On peut partir d'un film. On peut partir d'une vidéo, on peut parler du consentement, on peut parler de vraiment beaucoup de choses, ou que de l'IVG, mais globalement ça va dépendre des publics et des demandes aussi, parce que malheureusement les écoles, faut savoir que depuis 2001, il est censé avoir 3 séances d'éducation à la sexualité pour toutes les classes, et ce droit n'est pas du tout effectif, et souvent on nous appelle suite à un problème, ça peut être une violence sexuelle par exemple, ou ce genre de choses, et donc on va essayer de pas trop casser les pots cassés, de réparer les pots cassés. Du coup, comment ça se passe si, suite à par exemple une intervention dans un établissement, il y a, je sais pas, un élève qui vient vous voir et qui vous dit voilà, j'ai cette problématique. Est-ce que vous essayez de gérer sur place ou est-ce que vous le renvoyez plutôt vers le planning familial le plus proche de chez lui? Je pense que ça va dépendre de l'urgence. Ça a déjà arrivé que des personnes parlent de violence intrafamiliale et que là, en fait, on fait un signalement. Mais souvent, ça va être plutôt... parce que de mon expérience, en tout cas, ça va être des personnes qui vont dire « Ah, je me questionne sur mon genre ou sur ma sexualité. » Et de là, on peut un peu en parler. Et généralement, on a des brochures pour aussi nos partenaires, parce qu'on travaille avec d'autres associations locales, notamment les centres LGBTQI ou d'autres centres où par exemple une personne va poser une question sur les IST et va dire oui j'ai pris des risques, etc. Donc on va lui dire en fait tu peux faire un test anonyme et gratuit à tel endroit, etc. Donc souvent on va essayer de faire ça sur place, mais il faut que les conditions soient réunies, il faut qu'il n'y ait pas les profs, il faut que la personne soit en confiance aussi. Donc des fois on revoit les personnes venir lors des heures de permanence. Vous pouvez du coup recevoir des mineurs sans les parents qui sont non accompagnés? Oui, totalement. Oui. Parce que c'est une question qui peut se poser. Est-ce qu'il faut un accompagnateur? Alors donc c'est important de le dire. Si vous êtes mineur et que vous avez une question, vous pouvez venir au planning familial, vous serez reçu et on répondra à vos questions, on vous aidera. Oui, totalement. Qu'on soit mineur ou majeur, qu'importe, on peut se présenter au planning familial.
pour des questions sur la sexualité, mais aussi sur la santé. Et après, en fait, pour bien comprendre, on est redirigé par les bénévoles ou les professionnels sur place vers des établissements ou des personnes qui pourront nous aider, ou bien c'est géré directement au sein du planning familial. Alors, en fait, ça pose deux questions, ce que tu viens de dire. La première, c'est que on a deux sortes de planning familiaux. Il y a les centres de planification où là, il va y avoir des médecins. Mais la plupart des AD, en fait, ça va être surtout des centres d'information. Et selon les problématiques, on va devoir rediriger les personnes vers l'extérieur. Et ça va être notamment nous qui allons prendre les rendez-vous avec la personne en face, etc. Notamment si c'est, par exemple, des questions d'IVG. La personne, par exemple, si on calcule à peu près combien de temps il y a la grossesse et que la personne souhaite avoir recours à une IVG, on va lui dire, ok, pour ça, il faut dater la grossesse. Et est-ce que la personne va vouloir le faire dès après le rendez-vous? Donc là, on va directement lui donner l'adresse la plus proche de l'association. Ou est-ce qu'elle veut le faire le lendemain, plus proche de chez elle aussi? Donc pour ça, en fait, on a un catalogue de médecins et de centres qu'on connaît et qu'on sait que c'est ok, quoi. Et sinon... les bénévoles, globalement, ils vont pas faire tant d'accompagnement à la personne. Ils vont surtout participer aux événements publics et dans les classes. En fait, au début, les bénévoles, il y a plusieurs types de formations. Et notamment, il y a une formation en interne qui s'appelle l'EAV, donc c'est éducation à la vie. Et en fait, c'est 160 heures, et donc sur ces 160 heures, il y a du terrain à faire avec, par exemple, une personne animatrice de prévention, et aussi, par exemple, faire des heures de permanence avec une CCF. Et en plus de ça, il y a plein de formations internes au planning, mais généralement, pour accompagner une personne, il faut quand même être du métier, on va dire. Après, pour les centres, les associations où il y a que des bénévoles, j'avoue que je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je pense que c'est surtout en lien avec tes partenaires que ça se fait. Et du coup, donc vous êtes une association. Est-ce que le fait de venir et de prendre un rendez-vous, d'avoir recours à un de vos services, ça a un coût où les personnes viennent et c'est totalement gratuit? C'est totalement gratuit, ça faut le dire, oui, c'est totalement gratuit. Et d'ailleurs, si c'est pas en physique, aller dans le lieu, on a aussi un numéro vert national qui est le 0800 08 11 11, qui est ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h, et le chat anonyme qui s'appelle IVG contraception sexualité avec un S à sexualité. Et si c'est pas dans les heures d'ouverture du chat, il y a dans les 48 heures le souhait de s'engager à donner une réponse. Oui, c'est bien de savoir que si on ne peut pas se déplacer, on a la possibilité quand même de communiquer avec le planning. Et est-ce que c'est quoi le type de population que vous recevez le plus? C'est plutôt des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes? Alors, le plus, franchement, en vrai, j'ai pas les données récentes, mais globalement, c'est souvent des jeunes. Après, tout le monde est bienvenu au planning, évidemment, mais on a souvent des jeunes qui vont passer après les cours avec un ou une amie et poser des questions ou faire d'un test de grossesse ou ce genre de choses. C'est surtout ce public-là, mais des fois ça peut être aussi des personnes victimes de violences aussi. Voilà. Enfin, ça peut être vraiment tout type de personnes, mais c'est souvent des jeunes, plutôt des jeunes filles qui viennent. Et donc tu disais effectivement que les services sont gratuits. Est-ce que vous êtes préparé, vous, justement, à recevoir tout type de personnes? Parce qu'on peut être face à de la violence, ça peut être parfois difficile. Comment on arrive à accueillir tout le monde comme ça? Comment on peut se préparer? Après, déjà, d'une part, l'erreur est humaine et on ne peut pas être fiable à 100%, mais en fait, on s'auto-forme. Et même vers l'extérieur, on se forme tout le temps, sans arrêt, que ce soit à recueillir la parole, à avoir un accueil non jugeant, ça c'est vraiment un credo important pour nous. Et après, selon les problématiques, parce qu'on peut avoir aussi du mariage forcé, on peut avoir aussi de l'excision, ce genre de choses, on peut avoir des personnes intersexes, des personnes trans, donc tout ça, en fait, ça vient beaucoup de la formation et de l'autosupport aussi au sein même des associations. Et puis en fait aussi, un truc que j'ai pas dit, c'est qu'on est organisé en fédération, donc en région, et aussi il y a des formations régionales et des formations aussi nationales. Donc il y a plusieurs échelles et en fait dès qu'il y a une problématique sur laquelle on ne sait pas trop réagir ou quoi, on fait appel au mouvement globalement. Et s'il y a vraiment un besoin de plusieurs personnes, il y a
il y a une formation qui va se monter, et souvent avec des gens extérieurs, si nous, au planning, on n'a pas forcément toutes les billes en main, quoi. Oui, parce qu'on peut supposer quand même que effectivement les besoins évoluent au fil du temps, notamment les questions de genre, de transidentité qui sont pas très récentes, ça a toujours existé, mais qui sont de plus en plus visibles en tout cas. Donc il faut pouvoir s'adapter, être capable de répondre à toutes les questions. Oui, et surtout, par exemple, pour revenir à l'exemple des personnes trans et de l'accueil des personnes trans, maintenant, globalement, tous les plannings sont formés à ça. Et ça, en fait, c'est parce que nous, on fonctionne avec un congrès tous les 3 ans, et c'est là où on vote des textes, et ces textes, après, sont déclinés en feuille de route, et donc en action, et notamment l'action de la feuille de route Agir avec les personnes LGBTQIA+, a accès une formation nationale autour de l'accueil des personnes trans, fait par des personnes concernées au sein même du planning et fait par des partenaires extérieurs. Et pour parler un peu de l'autre côté, si on a envie de participer, d'être bénévole, d'aider, comment ça se passe pour intégrer le planning familial? Je sais que sur le site, il y a une partie nous aider, donc ça peut être sous forme de dons, être adhérent aussi. Je crois que l'adhésion, c'est pas je crois, j'en suis sûr. L'adhésion, c'est 20 € par an et 8 € pour les personnes, qu'elles soient jeunes, précaires, étudiantes, etc. Et pour les mineurs, parce que les mineurs peuvent aussi être bénévoles et être adhérents, je crois que c'est un peu un prix en fonction de la personne aussi. Et sinon, moi, ce que j'ai fait, c'est me présenter à l'association départementale et me présenter. Et après, de là, on m'a donné un rendez-vous pour faire un entretien pour voir un peu si on était en accord au niveau du féminisme, en tout cas, et voir quel était mon profil, ce que je pouvais apporter. Et sinon, on peut le faire par mail aussi ou par téléphone. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le planning familial du coup? Alors moi j'ai découvert l'association départementale, à la base je suis de l'association départementale du 06, donc Alpes-Maritimes, et en fait c'était un festival, il y avait un stand et il y avait un petit jeu de loi avec des questions autour de la sexualité, et en fait la personne trouvait que je répondais très bien aux questions qui étaient assez péchues, et on m'a dit en fait on a besoin de gens comme toi. Et en fait le fait qu'on me dit on a besoin, je suis allé. Mais en fait, y a pas forcément. On a besoin de tout le monde. Globalement, on a besoin de plein de gens qui représentent la société. Et moi, c'était surtout sur les questions trans que je suis rentré au planning. Donc, c'était en 2019. Et par exemple, ça peut être juste des personnes qui sont féministes et qui veulent s'engager. Et ça va se faire par le biais de parler avec une personne de l'association. Globalement, c'est beaucoup de bouche à oreille aussi, et des fois c'est juste venir à un événement, je sais pas moi, un débat public, et après se dire c'est super intéressant, j'ai envie d'aider, j'ai envie de donner de mon temps, et de là prendre contact avec l'association. Moi, il y a une chose sur laquelle j'aimerais qu'on revienne aussi, tu parlais d'éducation, de prévention, de transmettre un peu les informations. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau de la jeunesse? Est-ce que les jeunes sont globalement bien informés, pas assez informés? Où est-ce qu'on en est? Alors, je trouve qu'ils sont mieux informés que nous, ils sont mieux informés que les générations précédentes, clairement. Mais c'est pas tout à fait ça. Notamment, bientôt va sortir un rapport qu'on a fait sur Jeunes et IST, et en fait il y a une recrudescence des IST, et donc il y a peut-être moins de port de préservatifs par exemple, ou de d'autres, en tout cas le préservatif c'est ce qui protège le mieux des IST, donc c'est qu'il y a encore du chemin à faire, et globalement il y a toujours du chemin à faire. Il y a beaucoup d'idées reçues autour de la sexualité, il y a beaucoup aussi, je le remarque, la montée des idées un peu de New Age, ce genre de choses qui peut un peu tronquer les idées reçues. Donc nous, il faut qu'on soit très attentive à vraiment remettre au centre du débat public ces questions-là. Mais globalement, moi, j'ai espoir. Je trouve que ça va mieux. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu souhaiterais rajouter sur le planning familial en général dont on n'aurait pas parlé? Je réfléchis. Le fait, juste remercier les personnes qui soutiennent le planning, parce qu'on reçoit certes beaucoup d'attaques, mais on a aussi beaucoup de soutien. Et ça s'est montré l'été dernier suite aux affiches et à la polémique. On a reçu énormément de soutien, et en fait c'est ce qui nous fait tenir, sachant que il y a beaucoup même de la part du gouvernement, c'est compliqué de faire passer nos envies de changement de société.
Et en fait, c'est grâce au public qu'on continue et c'est grâce aussi aux dons et c'est super important. Et donc, franchement, merci, quoi. Et j'ai l'impression que le planning est vraiment un acteur central de la démocratie et de aussi une sorte de médiation scientifique autour des questions de sexualité, de vie relationnelle, quoi. Merci beaucoup. On espère que cet épisode vous a plu et vous a permis d'être plus informés sur le planning familial. Vous pouvez retrouver les informations sur le planning dans la barre d'infos. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, encore avec Mel du planning familial. Ciao les meufs!